Salut YouTube! Aujourd'hui, on fait l'exposition virtuelle qui s'appelle Les Voyages du Verre. Donc c'est une exposition qui a été faite par le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Donc c'est ce qu'on appelle le MUSEM. Le MUSEM, c'est un musée à Marseille. Je ne sais pas si vous connaissez ce musée. Attends, pour vous là, c'est peut-être pas... Attends. Peut-être faire comme ça. Et attends. Miaou. Miaou. On va essayer comme ça. Ouais, comme ça. Je pense que c'est pas trop mal. Non, on va baisser un peu parce que ça me perturbe. Ça me perturbe. Voilà. Ouais, c'est comme ça. Bonjour, YouTube you. Et donc le MUSEM, donc c'est un musée à... hop, c'est le musée donc, des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Oh, là, attention, il y a eu un François Hollande qui a apparu. Ouah, attention, attention. Ouah, pardon, excusez-moi. Bref. Et donc, c'est un musée assez récent. Bah, attends, il a été construit quand 2013. Enfin, il a ouvert en 2013. Voilà, attendez, je vous montre vite fait le... Touc. Touc. Allez. Histoire d'orner. Ah, j'aime bien ce design. C'est pas mal. Pas mal le truc. Voilà, donc là, on le voit, il est là. À gauche. Ça fait peur. Ah bon? Ah merde. Hop. Et donc, c'est une exposition virtuelle faite par le MUSEM. Salut sur la prise. Coucou. Attention aux prises. Hein. J'espère que tu vas bien. Donc, on fait cette petite expo virtuelle sur les voyages du verre. Et donc, voyage du verre. Donc, j'imagine que l'idée, c'est un peu de parler de la diffusion. Donc, il y a une partie technique, mais une partie, en gros, comment le verre s'est diffusé dans l'Europe notamment. Et l'idée, j'avais voulu proposer un truc autour du verre parce qu'en fait, lors d'une émission avec Tia Driel, qui en gros, l'idée c'était de lui montrer des œuvres d'art, à un moment donné, il y avait une œuvre qui montrait une sorte de vase en verre durant l'Antiquité. Et elle était étonnée de voir que ça existait durant l'Antiquité, le verre. Dans l'imaginaire collectif, je ne sais pas ce que vous... quand on vous parle du verre, est-ce que pour vous, c'est plus une création technique, une avancée technologique très récente ou ancienne? Voilà, le fait que ça existe depuis l'Antiquité, est-ce que ça vous semble étonnant ou vous le saviez? Alors, à l'origine de ces voyages. Ah d'accord, c'était une expo qui visiblement était avant l'ouverture. Ah ouais, c'est une expo qui a plus de 10 ans déjà. C'est vieux le verre. Jamais été le voir depuis son ouverture, traumatisé par les collections. Ah, il y a 1 an et demi à Trace au déménagement. Ah oui, d'accord. Ah, il faisait de ma pauvre. Oui, c'est vrai que je sais pas quand la technique a été découverte. Inventée en Égypte, non. Bah pour moi, ouais. Pour moi, en tout cas, en Égypte, ils connaissaient. Mais du coup, je me dis pourquoi pas au Proche-Orient, quoi. Tu vois, genre Mésopotamie, ça m'étonnerait pas donc que ce soit connu. Donc la Mésopotamie, c'est une culture antique qui se situe dans l'actuel Irak. C'est juste qu'autrefois, la Mésopotamie, c'était une très grande civilisation qui était conjointe à l'Égypte antique. Et ce qui est rigolo, c'est que l'Égypte et la culture du Proche-Orient, elles ont évolué plus ou moins en même temps et elles ont fait plus ou moins les découvertes plus ou moins en même temps, c'est-à-dire tout ce qui est écriture. L'écriture est apparue plus ou moins conjointement dans les deux cultures, quoi. Alors, donc c'est un musée qui devait ouvrir en 2011, donc 2013. Issu de la transformation du Musée national des arts et traditions populaires. Donc c'est le musée de ce qu'on appelle ATP qui était à Paris. Arts et traditions populaires. Alors, enrichissement, bon, blablabla. Campagne intitulée Le souffle et la marque. Donc, illustrer les voies et les modalités de la circulation des techniques, des objets et des hommes associés à la production du verre dans l'espace euro-méditerranéen. Donc vraiment, ouais, l'Europe et la Méditerranée, parce que il y avait énormément
de commerce en fait. Enfin, c'est assez hallucinant. Parce qu'on parle souvent, tu vois, de la route de la soie, notamment en Chine qui rejoint l'Orient, mais tu avais aussi toute la Méditerranée, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle des comptoirs commerciaux et tu avais énormément de trafic, le trafic notamment maritime, il y avait beaucoup de commerce en fait. Mais ils sont plutôt spécialisés dans la céramique, non? Les Égyptiens, ils ont fait un peu de tout. Ah, ou tu parles du Proche-Orient. Et franchement, ils ont fait de tout, hein. Après, la céramique a ce côté très pratique. Donc, tout ce qui est utilitaire, la céramique, c'est le truc de base. La Mésopotamie. Il y a un très beau travail, notamment tu sais, de sculpture en albâtre. Tu vois, ils ont fait un peu tout. C'est juste que effectivement, la céramique, c'est très utilitaire. Après, il y a eu des belles choses, hein. Salut Maximus, merci beaucoup pour ton follow. C'était le plastique de l'époque. Grave. Les Égyptiens en 5000 ans, ils ont eu le temps de faire beaucoup de choses. Des pyramides. Oh. Ok. Alors. Oh, du rose. Ouais, j'aime bien le rose. Histoire technique du verre dans l'espace euro-méditerranéen, technique de fabrication du verre. Parce que évidemment, les techniques, elles ont bien bougé, hein, elles ont bien évolué. Alors. Ah! On n'a pas flash. Bon. Je doute que... Ça a tout explosé. Oui, donc je n'ai pas flash parce que, bon, voilà. Alors, attends, t'inquiète, on gère. Attends. On va trouver. Donc, histoire technique du verre. Donc là, on n'a pas cette page. Là, on peut. Ouais, on a un peu de... Oh là, pour vous, c'est... Mais même pour moi, là, attention, je suis une vieille dame, moi. Merde. Voilà. C'est mieux, là. On voit mieux. Qui fait encore des sites en flash? En même temps, c'est un site qui a plus de 10 ans. Hein. On leur pardonne. On vous pardonne. C'est normal. Il y a plus de 10 ans, le truc. Et moi, j'ai plus flash, ouais. Ouais, il date, mais il a plus de 10 ans, donc c'est pour ça. Mais c'est le choix du public, hein. Mais c'est toi qui as proposé. Ouais, non, je peux pas l'ouvrir, là. D'ailleurs, tu peux plus mettre... bon. Alors, on a du gros texte. Attends, vous voyez... Attends, je vais faire un truc. Attends, hop. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu mieux. Nickel, comme ça. Ok. Donc, on a un beau texte. On va regarder ensemble et on va voir qu'est-ce qui... Bonjour, congrats pour le raid. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, j'espère que tu vas bien. Que tu passes un bon dimanche. Et bienvenue à toi. Alors, l'invention du verre. L'état. Ouais. Alors. Ah, voilà, là on a la réponse. Donc, la circulation des techniques verrières remonte aussi loin que leur invention en Mésopotamie. Donc, effectivement, Mésopotamie, de nouveau, actuel Irak. Au cours des 3e et 4e millénaires avant notre ère. Donc, c'est-à-dire que le verre a 5000 ans, tu vois. Ça fait 5000 ans que le verre existe. Pas mal, hein? Dimanche ensoleillé à Dublin. Oh, la chance. Ici, il fait pas beau. Mais il fait beau dans nos cœurs parce que nous sommes ensemble. Ouais. Donc, 5000 ans. Entre 5 et 6000 ans, le verre existe depuis 5 à 6000 ans. C'est impressionnant, hein? Leur diffusion est en effet, comme pour la grande majorité des techniques, affaire de commerce et de conquête. En général, les deux sont liés. Hein. Si on se fout pas sur la gueule, on fait du commerce. Et vice-versa. Voilà. On date ainsi des expéditions au Proche-Orient du pharaon Thoutmôsis III, donc un pharaon qui a régné au cours de 1504, 1450 avant notre ère. Merci beaucoup Mirbis pour ton follow, bienvenue à toi. Le développement d'un artisanat verrier en Égypte. Parce que oui, en effet,
Oh, merci Tonti Bart, merci qui a lâché son Prime. Merci beaucoup, merci pour ton soutien à la chaîne, c'est adorable. Donc oui, si vous souhaitez soutenir la chaîne, notamment en me permettant notamment d'aller faire d'autres lives en musée, d'acheter du matos. Là, regardez, j'ai pu m'acheter grâce à vous un pop killer. Donc voilà, notamment du matériel pour la chaîne, pour soutenir les actions, etc. Voilà. Donc merci beaucoup, Tonti Bart, pour ton Prime, c'est adorable. Encore plus si la foudre frappe une plage, non? Oh là! Oui, bah oui. Parce que il y a beaucoup de découvertes comme ça. Enfin, après, je ne sais pas hein, comment ils ont réussi à découvrir ça, mais effectivement, la foudre qui tombe sur du sable, eh bien, le sable va énormément chauffer et se retransformer en verre. Enfin, il va se transformer en verre. Enfin, 5000 ans sans compter le verre volcanique. Ah non, mais oui, attention, là on parle de la technique, de l'invention de la technique. Bien sûr, complètement. Complètement, complètement. Avec plaisir et pour soutenir la culture, c'est important. Ouais, merci beaucoup. Salut Zelda, bienvenue à toi. Et donc ouais, l'Égypte antique et le Proche-Orient, ils étaient à la fois très liés et ils se foutaient souvent sur la gueule. Hein. Donc en gros, c'était deux puissances, deux grandes cultures qui étaient proches géographiquement. Et il y avait des moments, ils s'entendaient très bien, des moments, ils s'entendaient pas du tout, notamment parce que l'un comme l'autre, ils allaient essayer de conquérir l'autre. Ce qui fait que parfois, notamment en Égypte, on a eu des règnes de souverains qui venaient justement, notamment de Perse, qui venaient de... la Perse, on est plutôt en Iran. Voilà, donc tu vois, c'est vraiment... sur la grande période égyptienne, ouais, c'était le Proche-Orient, tu vois, tout ce qui était les conflits avec la Rome antique, surtout Rome, et c'est après. Vraiment, cette grande période égyptienne, leurs principaux rivaux et en même temps leurs principaux apporteurs aussi de matière et tout pour le commerce, c'est le Proche-Orient, quoi. Alors, attends. Ouais, j'espère qu'elle n'est pas trop forte, la musique. Un siècle avant notre ère, l'adoption de la canne à souffler le verre par les Phéniciens va permettre un développement considérable de cette industrie qui va dès lors essaimer dans la partie occidentale de la Méditerranée. Donc la canne à souffler le verre, vous avez peut-être déjà vu des artisans verriers qui soufflent le verre. Salut Germain, j'espère que tu vas bien. Et les Phéniciens, pour vous montrer un petit peu, hop, les Phéniciens. Alors voilà, on est... Oui, j'aurais pu dire la Phénicie. Mais c'est pour vous montrer un petit peu, voilà, c'est la culture qui est face à l'île de l'actuelle Chypre. Et on a vraiment ici beaucoup de commerce. Les Phéniciens sont de très grands navigateurs, très grands voyageurs, et ils font... c'est eux les principaux... c'est eux qui vont faire les relais d'un point de vue commercial dans tout le bassin méditerranéen dans l'Antiquité. Et les Phéniciens, ils vont notamment... en plus, il va y avoir un brassage de la population, c'est-à-dire que tu as beaucoup d'Égyptiens, tu vas avoir aussi des personnes du Proche-Orient, tu vas aussi avoir des personnes, des Romains, des Grecs, c'est hyper mélangé. Le Liban actuel, oui, tout à fait, c'est le Liban actuel. Oui, c'est vrai que je l'ai pas dit. Et vraiment, c'est là où le commerce se fait. Et à la fois le commerce de très grande qualité et le commerce un peu de pacotille, tu vois, les petits objets qu'on aime bien consommer, les petits bibelots, tu vois, les petites choses. Donc ça peut être des tissus, des parfums, des matières premières, des cosmétiques, du maquillage, des teintures, des teintures en matière pour teindre le textile, tu vois. Ça peut être
des petites statuettes, tu vois, énormes, parce que on a toujours l'impression que, tu vois, les cultes sont... chacun a son dieu, sa déesse, et basta, quoi. Alors que non, pas du tout. Les niveaux mythologie, niveaux croyances en différents dieux, bah, tu vois, tu as des sortes de mélanges, donc ce qu'on appelle un syncrétisme. Tu as des mélanges de divinités entre elles. Donc c'est pour ça que tu as parfois des divinités grecques qui sont fusionnées avec des divinités égyptiennes, etc. Donc il y a une production derrière de petites sculptures, de petites statuettes pour le culte. Et bah ça, c'est vendu, tu vois, et c'est propagé dans tout le bassin méditerranéen. Et bastet, pas basta. Tout à fait. Et évidemment, bah, les objets en verre. Voilà. Au début de notre ère, on trouve des centres de production aux confins de l'Empire romain, dans des régions correspondant au territoire actuel de la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, Grande-Bretagne, l'Espagne. Ouais, voilà. Les échanges constants entre Est et Ouest se modifieront au IVe siècle avec la formation de l'Empire d'Orient, dont la capitale, Constantinople, devient un important centre de production de verre qui perdurera durant l'Empire byzantin. Donc, effectivement, au IVe siècle, on a ce qu'on appelle un schisme, donc une division qui est faite entre, en gros, dans l'Empire romain. L'Empire romain d'Orient se développe, donc il va se fixer, voilà, comme il y a marqué, à Constantinople. Ça va donner la culture byzantine, tu as déjà entendu ce mot byzantin. Et l'autre, c'est l'Empire romain d'Occident, avec Rome. Sauf que là, Rome se casse la gueule, et il reste que l'Empire romain d'Orient. Lorsque l'islam s'installe au Moyen-Orient, puis dans l'ensemble du bassin méditerranéen, il reprend en les développant les héritages perses, sassanides et byzantins. Donc perses et sassanides, c'est deux cultures iraniennes qui bougent beaucoup, mais globalement, l'origine, c'est plutôt iranienne. Et byzantins, réalisant ainsi la synthèse des grands mouvements qui touchent à la diffusion des savoirs verriers. De Nishapur à Damas et au Caire, des milliers de verriers transmettent leur art de génération en génération, en dépit des bouleversements culturels et politiques. Oui, en gros, on se fout sur la gueule, mais on continue de produire des trucs, vous inquiétez pas. Au XIVe siècle, à la veille des invasions mongoles conduites par Tamerlan, cette production innovante domine le marché par sa qualité ainsi que par la diversité de ses formes et de ses décors. À partir de cette période et lors des siècles suivants, les échanges commerciaux entre le Moyen-Orient et les villes, principalement italiennes, du sud de l'Europe, s'intensifient. Ils entraînent également les transferts de techniques dont vont bénéficier les grands centres européens à la tête desquels on trouve Venise. Bah oui, voilà. Et c'est là, vous voyez, parce qu'on parle souvent de Venise avec notamment le Murano. Tu as peut-être déjà entendu parler de Murano avec le verre de Murano, tout à fait. Ouais, tout à fait sur la prise. C'est marrant parce que du coup, ça vous montre d'où ça vient. Il y a tellement eu d'échanges commerciaux. De nouveau, il y a 5000 ans, technique, hop, diffusion notamment Égypte, Mésopotamie, ensuite tout en Europe, grâce notamment aux Phéniciens, Moyen-Orient, parce qu'avec l'Empire byzantin à Constantinople, et ça retouche tous les centres européens, et notamment l'Italie, parce que l'Italie, au Moyen-Âge, l'Italie devient surtout via Venise, mais pas que, mais en tout cas plusieurs villes italiennes vont devenir des sortes de plaques tournantes du commerce. Parce que pareil, il y a beaucoup de ports, donc les bateaux passent par là, hop, il y a beaucoup d'échanges commerciaux. Merci beaucoup, All Store Design Claude, pour ton follow, bienvenue à toi. On fait une expo sur le verre. Et on va avoir vraiment Venise et tout ça, qui est une principale ville qui vont beaucoup de commerce, beaucoup d'échanges commerciaux avec le reste de l'Europe en fait. Et pas que l'Europe, aussi l'Orient. De nouveau, guerre de religion, il y en a plein, mais il y a aussi, donc on sait se foutre sur la gueule quand il faut, mais on sait aussi quand il faut faire du commerce. Voilà, donc on préférait qu'ils fassent que du commerce, évidemment, mais bon.
Attends, j'en étais où? C'est de là que plus tard les verriers essaimeront vers les grands centres de l'Europe moderne qui perdurent aujourd'hui, comme la Bohême, la Rhénanie, la Toscane, la Lorraine ou la Grande-Bretagne. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les flux de l'Orient vers l'Occident vont, sans se tarir complètement, s'inverser au point que l'Empire ottoman deviendra un client important des centres de production du verre et de cristal en Europe, au premier rang desquels on retrouve Venise, la Bohême ou la Lorraine. Ah, donc en gros, hop, inversion, l'Orient qui était avant première productrice de verre, et ben, devient la première cliente. Inversion des trucs. L'Orient Dutch. Non, pas Dutch. Quant aux pays du Sud, portés par de nouvelles dynamiques de production, ils ont connu un renouveau dans l'art du verre qui s'est esquissé dans la première moitié de ce siècle. En Égypte comme en Tunisie, au Liban comme en Syrie, le travail artisanal du verre s'est redéployé dans des ateliers qui ont su perpétuer quelques-unes des anciennes techniques verrières, tout en intégrant parfois aussi certaines influences venues du Nord. Est-ce que là on a... Ah, bien. Ça va, il n'y a pas flash partout, on va pouvoir... Alors, verre moulé. C'est bon, ça, vous voyez bien comme ça. Je vais même peut-être pouvoir faire comme ça d'ailleurs. Voilà. Le verre moulé. Attends, on va revenir... je vais revoir. Donc, il y a le verre moulé, le verre soufflé, le travail à la lampe, le verre coloré ou incolore, le verre translucide ou opaque et le verre décoré. Alors, le travail à la lampe, je vois pas ce que c'est. Donc, on va voir ça ensemble. Mais on va commencer par le verre moulé. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de la canne pour souffler, mais tu peux aussi utiliser des moules pour donner une forme à ton objet en verre. Voilà. Alors, verre moulé. Donc, avant l'introduction du soufflage, on utilisait les techniques du moulage. Ah d'accord, c'est même historiquement, on n'a pas encore la canne pour souffler, donc on fait les moulages. Un noyau était fabriqué en argile à partir de sable, de boue et de déchets organiques, puis fixé au bout d'une tige métallique et modelé selon la forme intérieure de l'objet à réaliser. Merci beaucoup Serge pour ton follow, bienvenue à toi. Le noyau était recouvert de verre chaud et tiré en fil, enfin il était retiré. Alors, parce que ces trucs-là c'est toujours un petit peu... alors, quand tu dois faire du moulage de pièces, donc le moulage peut être aussi bien utilisé pour l'argile, donc c'est assez pratique comme technique. Hein. Mais si tu veux que ta pièce soit vide, il te faut ce qu'on appelle un noyau. Donc un élément au centre qui va prendre de la place et qui sera retiré après. Parce que si tu n'as pas le noyau, tu as une pièce qui est pleine. Donc si tu veux faire un vase et tout, bah, t'es foutu. Donc tu vas prendre un noyau, donc tu vas le faire, là en l'occurrence, argile, sable, etc. Il est fixé donc à une tige et par-dessus, on va mettre le verre. Donc en gros, ton noyau, tu vas lui donner la forme. Là, imaginons l'éléphant qui est à droite, là. Ton noyau, qui sera ensuite retiré, enfin qui n'existera plus, tu lui donnes la forme de l'éléphant. Tu peux lui donner une forme à peu près, voilà, tu mets pas forcément tous les détails, mais tu mets la forme un peu de l'éléphant. Tu mets une tige pour le maintenir, et puis aussi, il y a d'autres éléments techniques qui sont liés à ça, mais globalement là, pour le verre, pour le maintien notamment. Et après, tu recouvres tout ça de verre chaud autour. Je sais pas si on... Ouais. Alors, ce procédé qui semble d'origine mésopotamienne a permis d'obtenir une grande variété d'objets dans l'Égypte ancienne, tout particulièrement au XVe siècle avant Jésus-Christ, donc sous le règne de Thoutmès III. Donc là, en gros, Thoutmès, c'est Thoutmosis. Hein, parce que en Égypte antique, nous, on connaît les noms genre Thoutmosis, Sésostris, etc. Sauf que c'est une version grecque de leur nom. Voilà. Mais du coup, c'est des petits objets. Ouais, complètement. Très bonne remarque. Le principe du moulage, c'est souvent avec un noyau comme ça, c'est des petits objets.
Si tu veux faire des gros objets, et puis ils ont pas, dans l'Antiquité, ils n'ont pas forcément l'ambition de faire de grands objets en verre. Ils vont préférer faire de grands objets, notamment en métal, en pierre, parce que ça résiste mieux. Et le verre, il y a ce côté un petit peu comme la céramique. C'est-à-dire que tu peux faire des beaux objets en céramique et tu peux faire des beaux objets en verre, mais ça reste du pratique, tu vois. Notamment, c'est pour les objets du quotidien. Par exemple, en Égypte, les flacons de verre, c'était pour mettre le col, tu sais, le maquillage noir là pour les yeux, c'était pour ranger ça et pour ranger les matières parfumées ou enfin tout ce qui est élément pour se maquiller et tout. Donc c'est souvent des petits objets du quotidien qui peuvent être très jolis, mais c'est pas pour faire des grandes statues de Dieu, tu vois. Ça, non, ils vont privilégier ce qui dure bien dans le temps, parce que le verre, c'est quand même fragile. Argile à base de sable, boue, j'ai dû aller vérifier pour comprendre. Argile, c'est un mélange de minéraux, n'importe quoi en fait, mais à grains fins. Alors, l'argile, ça reste de la terre. C'est vraiment l'argile, c'est de la terre. C'est juste que là, en l'occurrence, ils ont ajouté des éléments dedans, notamment le sable, parce que le sable a des propriétés, notamment lorsqu'il y a une fusion, lorsqu'il y a une très haute température, voilà. Mais tu pourrais prendre, si un jour tu veux faire de la céramique, tu prends de la terre dehors, tu la délayes avec un petit peu d'eau, tu la travailles un petit peu, fondamentalement. Si tu arrives à avoir une texture pâte à modeler, c'est de l'argile. Après, qu'est-ce que ça va faire à la cuisson? Ça, c'est une autre histoire, parce que tu as des terres qui ont différentes propriétés. En plus, il y en a, ils foutent des trucs dedans. C'est expliqué notamment Marion hier au musée. Pour avoir certaines terres, il y en a, ils mettaient des os calcinés de moutons. Tu vois, c'est parce que ça ajoute des propriétés à ton argile. Mais globalement, c'est de la terre. Et là, c'est de la terre avec du sable et des déchets organiques. Donc, déchets organiques, ça peut être de la paille, ça peut être des détritus. Ça peut être plein de trucs, quoi. Pas de la bouffe non plus. Mais ouais, t'as tout en fait. Tu peux avoir des morceaux de pain, de pain de l'arbre. Tu vois, tu peux avoir des morceaux d'arbres, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ouais, voilà. Attends. Alors, des ateliers, des verriers sortaient des amulettes, des éléments de collier, des petits flacons bleus foncés rehaussés de fil jaune. Ah oui, puis voilà, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais le vert, c'est aussi pour les bijoux. Les bijoux et les amulettes. Les petits éléments, on parlait plutôt des petites sculptures qui étaient diffusées dans le bassin méditerranéen, mais les petites amulettes étaient souvent dans une sorte de verre, parce que le but, c'est d'imiter les matières précieuses. Il y a un truc qui est super important dans l'Antiquité, c'est que tu as les éléments précieux, tu as les super matières, en Égypte, tu as le lapis lazuli, tu as les... tu peux avoir vraiment des pierres assez hallucinantes, très précieuses. De l'opaline, bon. Et tu as à côté les gens qui voudraient bien avoir les équivalents, mais qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas le statut social pour avoir du lapis lazuli. Parce que le lapis lazuli, pourquoi c'est aussi cher? Parce que, en fait, ça vient d'Afghanistan. Et quand tu es un pharaon égyptien, tu fais venir du lapis lazuli, bon voilà, c'est que tu es à l'aise, en fait. Mais Robert, qui est scribe, il a peut-être pas les moyens, tu vois. Mais pour autant, il a envie de dire, attends, vas-y, je suis scribe, quoi. C'est une bonne condition, scribe. Et j'ai quand même envie d'avoir des choses de qualité. Donc, le verre, c'est une alternative, tu vois. Et encore aujourd'hui, tu as des bijoux qui sont en zirco, c'est la même chose. Le zirco, c'est pour imiter le diamant. Et le verre, les bijoux en verre vont imiter les bijoux en matière précieuse. Sauf que du coup, ça s'adresse à plus de gens. Et des petits flacons, les petits flacons, c'est ce que je vous racontais plus tôt, pour mettre le maquillage, le parfum et tout ça. Bébert le scribe. Mais oui, mais Bébert le scribe. Et pourtant... Eh oui, je l'ai faite avant toi. C'est une bonne situation, scribe, mais oui. T'en as la rêve.
à partir du XIVe siècle avant Jésus-Christ, avant notre ère, cette fortune des objets en pâte de verre connut un développement croissant en Syrie, Phénicie. Voilà, c'est ce que je vous expliquais plutôt par rapport aux Phéniciens, qui avaient plein de comptoirs commerciaux, donc avec des objets de qualité et des petits objets, bon voilà. Voilà, tu vois le truc. Il y avait de tout, quoi. Les Phéniciens l'introduisirent aussi à Carthage, où se développa une production importante d'amulettes et de petits masques de protection. Ah, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble, ça. Les petits masques de protection Carthage. Attends, on va essayer de trouver. C'est ça? Attends, on va regarder sur le Louvre. Mais c'est pas des masques de... Mais non, ça c'est... Ah! Je connaissais pas ces trucs-là, c'est trop bien. En fait, tu vois, moi j'ai vu ça, je me dis, tiens, c'est pour le théâtre. Mais non, regarde. Donc c'est un masque qui a été découvert à Carthage, dans la nécropole de Dermèche. Et le masque a été mis dans une tombe, il était à côté du défunt. Tiens, c'est marrant. Je connaissais pas du tout. Parce que tu vois, c'est marrant, ça fait penser aux masques. En fait, moi, ce que je connaissais, c'était notamment les masques funéraires de la Renaissance, où en gros, même pas. Ah, mais si, c'est ça. En fait, voilà. Je connaissais les masques funéraires romains, parce que effectivement, les Romains avaient pour tradition de faire un masque funéraire, enfin de prendre, enfin, lorsqu'il y avait un défunt, de faire un masque du défunt et de l'exposer dans un meuble de la maison, de la villa. Et dans la Rome antique, les masques qui étaient exposés dans ces meubles, eh ben, tu vois, c'est un peu la photo, c'est la photo de la personne que tu as perdue. Sauf que bah, la photo n'existant pas dans l'Antiquité romaine, eh ben, eux, ils avaient fait un moulage de la tronche des gens décédés. Voilà. Par contre, ouais, bonne question, Germain, à côté du défunt. Donc là, on est à Carthage. Le masque qui est mis au côté du défunt, ils en parlent pas en bas. Attends. Alors, c'est un nom particulier ou pas? Masque grimaçant. Ok. Les momies ptolémiennes ont des peintures à la place de la tête, je crois. Alors, tu as ce qu'on appelle les portraits du... Peut-être que tu parles d'autre chose, mais là, de ce que tu dis, moi, ça me fait penser aux portraits du Fayoum. Et effectivement, les portraits du Fayoum, c'est magnifique, je vous montre vite fait. Les portraits du Fayoum, donc on est en Égypte, et par rapport à la date, donc on est effectivement, on est plus la période romaine. Et hop. Attends, hop, Fayoum, je vais y arriver. Et le Fayoum, en fait, c'est une région. C'est une région de l'Égypte romaine. Et on avait effectivement des peintures qui étaient posées. Tu sais, avant, il y avait les momies étaient dans des sarcophages et tu avais des visages de personnes, mais qui semblaient un petit peu irréels. Durant l'Antiquité romaine, mais en Égypte, parce que l'Égypte a été conquise par Rome, eh ben, on a eu une production de portraits, et ce sont des vrais portraits, hein, de personnes défuntes et qui étaient mises à la place de la momie. Attends, est-ce qu'on a un équivalent que vous montrez Il n'y en a pas là. Parce que j'aurais bien voulu vous montrer... En gros, il faut imaginer la momie avec ça devant elle. Avec là, tu as un portrait devant elle. Et c'est impressionnant, tu vois, c'est des vrais portraits. Hein. Tu vois, là, cette dame... voilà. C'est The Mask. Oh, mais oui. Ici, par la plus grande infortune, le défunt avait un morceau du visage en moins, il faisait quand même le moulage. J'imagine qu'il comblait. Enfin, tu vois, qu'il faisait effectivement le moulage et qu'il comblait, je pense. Hein. Exact, on en a un au musée de l'archéologie du Blanc. Ok. T'as vu comment c'est beau? Mais moi, j'adore. Parce que tu vois, on est dans l'Antiquité romaine, on est en Égypte, et tu vois, cette dame, tu vois, tu pourrais la reconnaître dans la rue.
Ce monsieur aussi, là, tu vois, tu pourrais le reconnaître assez facilement dans la rue, quoi. Même cette dame, là. Et tu vois, la technique, tu vois, c'est marrant, tu vois les traces de... Elle a l'air vénère, cette dame, par contre. Hein. Ouais, tu pourrais les croire, carrément. Si tu les crois, tu croises cette dame, bon, tu t'éloignes parce que t'auras peur qu'elle te mette un coup de boule. Mais en tout cas, voilà. J'ai des questions con, j'avoue, mais je me pose la question. Bah, vas-y, pose tes questions, hein. Non, franchement, vas-y. Et du coup, bah, pour revenir sur la première question, à Carthage, la présence à côté... attends, je vais regarder s'il y a un truc sur ça. Alors, est-ce qu'on aurait un truc... Ah, peut-être, attends. Sur Wikipédia, il y a peut-être... C'est dans quel article? Ah, je sais pas si c'est... L'histoire de Carthage. Peut-être dans l'histoire de Carthage. Je sais pas si... Attends, les... je regarde vite fait. Parce qu'après, il y a des choses... Bon, on ne sait pas toujours, hein. Puis là... je sais pas s'il y a un truc sur ça. Ah, c'est celui du Louvre, de toute manière. Plus de détails. Parce qu'après, les masques... Est-ce que ça peut être un moyen d'identifier le défunt? Salut Lily Plu, comment tu vas? L'impressionnisme avant l'heure, tu m'étonnes. Il n'y a pas de questions con ici non plus. Ouais, non, tout à fait, il n'y a pas de questions con. Tout à fait, tout à fait. Ouais, bah écoute, là, je t'avoue, je sais pas trop, j'essaie de trouver... Étude sur les masques. Ah, une étude. Attends, je regarde vite fait. Est-ce qu'on trouve, voilà, les tombes. Masque démoniaque à la face ridée et grimaçante, couvert de tatouages, dont les emblèmes lunaires aux yeux et à la bouche généralement perforés à la manière des masques de théâtre. Ils proviennent des tombes... Ah, c'est marrant, attends. Attends, je lis en diagonale. Hein. Ah, voilà. Ces masques ont pour ancêtre des céramiques palestiniennes, reproduisant des modèles de masques funéraires mycéniens, mais ayant une fonction cultuelle et contemporaine d'une occupation cypro-mycéenne ou philistine. Des masques, je lis après je vous explique. Des masques cultuels chypriotes provenant du temple de Réchep Apollon à Courion, Protome d'Homme très proche. Les masques cultuels grecs, grotesques aux yeux perforés de Sparte, influencés par la peste sont contemporains des exemples uniques, mais non leur modèle. Source commune, masques funéraires, influencés par le fascisme démoniaque mésopotamien, alors que ceux de Carthage ont été par les démons de la Syrie. Ok. Ce ne sont pas des masques funéraires, accessoires cultuels, dédiés à Tanit et sans doute à Baal, Amon ou à Réchep. Les satyres sont offerts à Shadrapa Dionysos. Ok. D'accord, d'accord. Je crois comprendre. Enfin, si, j'ai compris, mais je veux être sûre. Dieu des masques, Réchep Apollon. Les images substituent ces bébés consacrés. Tant... Bon, ça, c'est encore autre chose. C'est sacra, ok. Ok. Alors. Ce que j'ai compris. En gros, en plus, c'est bien parce que ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a évoqué un peu plus tôt. De nouveau, tu as beaucoup de populations qui bougent d'un territoire à un autre, ce qui fait qu'il y a un brassage de populations, de cultures, de religions différentes. Et là, par exemple, je parlais de Réchep Apollon. C'est déjà un dieu, c'est Apollon avec Réchep. Donc c'est ce qu'on appelle du syncrétisme. C'est-à-dire que c'est une sorte de fusion entre les deux dieux avec leurs propres particularités, leurs propres mythes et leurs propres cultes. Et apparemment, les masques de Carthage viennent de traditions mycéniennes. Donc tout ce qui est mycénien, c'est culture grecque de l'Antiquité. Mais attends, je te montre. Voilà, et là voilà.
Et voilà un masque. Là, en plus, c'est le masque d'Agamemnon. Bon, chaque chose en son temps. Donc, la civilisation mycénienne, on est dans une sorte de préhistoire de la Grèce antique. Donc, on est vers 1650, là, ce qui est indiqué, 1650, 1100 avant Jésus-Christ. Et effectivement, les Mycéniens eux-mêmes étaient influencés par l'Orient. Tu vois, c'est toujours ça, en fait. Toujours plein de mélanges. Et du coup, cette civilisation s'est surtout développée autour de la Crète. Genre que là, voilà. Tu as eu... merci beaucoup, le Golbut, pour ton follow. Merci, bienvenue à toi. Donc, surtout sur l'île de Crète, et il y a eu une diffusion. Mais globalement, ouais, les palais mycéniens, notamment en Crète, sont assez importants. Et on a une œuvre qui est célèbre, quand on étudie cette période-là, c'est ce masque qui s'appelle le masque d'Agamemnon. Voilà. Donc, qui en fait est un masque funéraire qui était sur le défunt. Alors, par contre, là, à Carthage, on a cette tradition du masque funéraire, sauf que là, on a un masque qui représente plutôt un démon. Et de ce que j'ai compris de l'article, on a cette tradition du masque funéraire mycénien, sauf que c'est pas le défunt qui est représenté, mais ce sont des démons qui sont là, qui ont été représentés pour notamment, j'imagine, capter tout ce qui est négatif et permettre aux défunts, notamment, d'avoir une belle vie dans l'au-delà. Et notamment, c'est ce qui est indiqué là avec Dionysos. En gros, c'est des représentations de certains de démons qui sont offerts en sacrifice à des dieux pour justement protéger le défunt. Voilà. On a compris le truc. On a compris le truc. Donc, en tout cas, merci Germain pour cette question. C'était une belle question. Attendez, du coup, j'ai pas vu les... Alors. Tu n'as pas compris, t'es peut-être pas le seul. Mais oui, posez vos questions, les gens dans le chat. Hein. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue te voir, désolée. Ben écoute, pas grave, mais bienvenue à toi. Pas de souci, tu viens quand tu peux et quand tu veux. Vraiment, pas de problème. Ce qui m'impressionne le plus, c'est l'état de conservation. J'imagine que pour certains, il y a eu restauration, mais que bien même... Bah, il n'y a pas que ça, c'est que tu vois, énormément d'objets ont été découverts en contexte de tombe, donc en contexte funéraire. Et le funéraire, si la tombe n'a pas été pillée, et qu'elle a été découverte au 19e, écoute, c'est peinard, quoi. C'est ça qui va faire la conservation d'un objet qui ne bouge pas pendant... si tu lui fous la paix, qu'il est enfermé pendant des milliers d'années, il est bien, hein. Si tu cherches portrait du Fayoum sur Google Images, tu as les momies entières. Ouais, effectivement. Donc, attends. Pour vous montrer quand même rapidement. Ah, je crois que j'en ai vu un. Voilà. Ah bah voilà. Ouais, bon. Bon, c'est un peu triste parce que c'est des enfants, là. Plutôt celui-là. Voilà. Je voudrais juste ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Voilà. Hop. Donc, vous voyez un petit peu la momie. Et ils ont même fait les pieds. Incroyable. Salut Majo, comment tu vas? Donc, très très chouette. Les portraits du Fayou. On en était où? Donc, phénicien, amulette, petit masque de protection. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des masques de protection en verre. C'est ça, en fait, pourquoi on est parti loin. Là, on a vu un masque en céramique, mais du coup, il y avait aussi des masques de protection en verre. C'est les plus vieux portraits peints, non? Alors, normalement, oui, mais il y a peut-être eu d'autres découvertes entre-temps. C'est probable. Parce que, mais on parle de peinture, c'est pas impossible. Et en même temps, il y a des choses qui ont disparu. Tu vois, on dit souvent selon l'état actuel de nos connaissances. Enfin, il y a toujours ça, quoi. Mais en tout cas, ils font partie des plus vieux, ouais. Mais est-ce que c'est vraiment les premiers? Je ne sais pas. Parce que leur état, il est nickel, si tu veux. T'as l'impression qu'il n'y a pas d'évolution.
Enfin, il est comme si c'était tout de suite abouti. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en général, il y a des états évolutifs des choses. Et là, tu sens qu'il y a déjà une maîtrise, quoi. Et après, c'est ceux qui nous montrent. Hein. Après, il y en a peut-être d'autres. Alors, à l'époque gréco-romaine, pardon, cette production d'objets en pâte de verre se poursuivit en se diversifiant. Donc, bijoux, vases, pour les huiles parfumées, les onguents. À l'époque hellénistique, la méthode de modelage sur forme renversée permettait de fabriquer des coupes hémisphériques. Oui, donc sur forme renversée, c'est-à-dire que... Alors, qu'est-ce que je pourrais... Bah, imagine, tu prends un... Tu veux faire une coupe, enfin plutôt comme ça, une coupe. Et bien pour faire le moulage, bah, tu vas prendre un objet plein en forme de... Voilà, tu as comme si tu avais imagine, tu as un bol, tu remplis dedans, tu mets du lait. Et ben ton lait, tu l'imagines en forme solide. Et c'est ça qui va faire ton moule pour mouler ton bol. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça, un modelage de forme renversée. C'est-à-dire que ce qui est plein, tu vas faire le moulage par-dessus, quoi, pour donner la forme. Certaines quantités de verre placées dans le four, masse de verre en fusion se dilatait pour prendre la forme d'un disque d'une certaine épaisseur. On plaçait le disque une fois refroidi dans un moule convexe, porté au feu, et sous l'effet du ramollissement, le disque s'adaptait à la surface du support. Pour obtenir des coupes en verre moulé polychrome, donc de plusieurs couleurs, la masse de verre initiale était constituée de baguettes colorées disposées à froid en une forme rudimentaire de disque, puis chauffées jusqu'à la fusion des éléments. D'accord, donc il faisait plusieurs baguettes et hop, ça chauffe. Et après tu places la bande de verre autour du disque. Ok, donc ton disque, pouf, pour faire ton sorte de bol là. Et après, ça a dû donner la forme, parce que le verre, quand il est chaud, il est assez modulable. Ok. Ah oui, donc, voilà, 19e siècle, on va pouvoir regarder s'il y a d'autres techniques. Boule de verre dans le moule chauffé, l'autre action levée. Ok, bon, attends. J'aimerais bien voir, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'on a, par exemple, quelqu'un qui va nous montrer un petit peu la chose? Ouais, là, c'est souffleur. Le verre au Moyen-Âge. Comment couper le verre? Non, c'est pas ça. Modelage. Est-ce qu'on a un truc là-dessus? Ouais, mais c'est du verre soufflé. Bon, on aura des choses hein, pour... Ah! Alors là, on a cette... Donc voilà. Ah, il va faire le moule à partir d'une bouteille. Donc, je passe tout de suite. L'idée, c'est surtout de vous montrer... Voilà. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, tu vas créer la forme comme ça, quoi. Modélable, pas modulable. Désolée. Salut Psychoactif, comment tu vas? Donc, il retire le surplus. Hop. Ah, mais lui, il fait comme ça. Ouais, là, on n'est plus sur des techniques de... Ouais, si, ça peut compter. Et après, hop, tu l'encastres dans quelque chose et tu vas mettre par-dessus l'autre partie. Salut Manish Larnac, comment tu vas? Bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Ouais, là, mais il a mis du plâtre. Voilà. Ouais, et puis après, il va faire la deuxième partie comme ça. Ok, ouais, mais là, on n'est pas sur de l'Antiquité, donc on va pas trop rester sur ça. Ça, c'est plus 19e à la rigueur. 19e. Alors, donc ancienne technique avec des procédés industriels, technique du pressé moulé qui prend son essor, nécessite une équipe de 2 verriers. Le premier dépose la boule de verre dans le moule chauffé, l'autre actionne le levier abaissant un piston pour y presser le verre. Cette technique, vite adoptée en Europe, a engendré une production de masse bon marché qui séduisait par des couleurs vives et son faible coût, notamment après l'apparition de la presse à vapeur. Donc ouais, évidemment, le 19e siècle, beaucoup d'évolutions techniques pour répondre à la demande croissante des gens qui veulent consommer plein de choses. Excellent, je profite du soleil. Ah bah cool.
Non, ici, il fait pas beau. Tristesse. En France, les cristalleries de Saint-Louis et Baccarat l'avaient déjà adopté. Le pressé-moulé permettait d'obtenir des pièces de forme en ronde bosse. Donc, ronde bosse, voilà, c'est une sculpture. En fait, c'est un synonyme pour dire sculpture. Ronde bosse. C'est qu'on peut tourner autour. C'est ça, une ronde bosse. Ou en bas-relief à vocation sculpturale. Donc, un bas-relief, c'est qu'en gros, c'est un support et tu fais une sculpture dessus. Enfin, par exemple... Enfin, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Tu vois, sur les arcs de triomphe, tu vois, t'as les hop, c'est une architecture et dessus on a mis des plaques en pierre et on a fait un décor sculpté dessus. Le verrier Lalique a démontré l'intérêt de ces techniques dans le domaine artistique et amélioré la technique du pressé moulé. Ah, Lalique, ça peut être pas mal de regarder technique. Lalique. Le savoir-faire de Lalique. Ah, c'est joli ça. Donc on va regarder une vidéo de Lalique rapidement. Le savoir-faire. Oui, bon, l'idée, c'est pas de faire de la pub. Hein. Ah merde, je me suis trompée. Au secours. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, Stéphane Bern, laisse-nous tranquille. Pourquoi faire? Bah parce que. Coucou Sifulu, merci à toi pour ton follow. Bienvenue. On regarde la technique du verre. Donc attends, là, ils nous montrent des belles pièces. Ils ont 6000 moules. Attends, moi, je voudrais surtout voir les gars qui sont en train de... Oh la vache. Gros vase. Oh, c'est beau. Oh, il a tout cassé. Ça, j'aimerais bien visiter... Enfin, putain, ça doit être trop bien. Le souffle tourné, d'accord. Donc ça, c'est le souffle tourné. Pardon. Je vous ai fait un petit... C'est pour vous mettre dans l'ambiance, tu vois. Oh, t'as vu? Ah, ouais, tu peux pas être tout seul, hein. Oh la vache. En plus, ils doivent crever de chaud. Ah là là. Ah, ça te donne pas envie d'en faire. Moi, j'ai grave envie de tester, tu vois. Allez, Lali, que tu nous invites, on fait un live chez toi. Dans je sais pas où elle est l'usine. Ah, pressée. Donc c'est ça, quand ils pressent. Avec une presse. Ouais, là, c'est vraiment pour la partie contemporaine, par contre. Hein, attention. Hein, avant, c'était de nouveau des moules. Toc, on donnait une forme. Et là, on a des presses qui donnent une forme particulière. Waouh! Donc une presse, comme pour un bouquin, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Ah, et là, c'est cuit dans justement dans les moules en plâtre. Les retouches. Et puis beaucoup d'eau pour éviter que ça casse. Ok. Ok. Voilà. Toc. Donc ça, c'était le verre moulé. Le verre soufflé. Un live chez les artisans utilisant des techniques historiques en vue. Bah, j'aimerais bien, grave. Franchement, parce que déjà, j'ai repéré en Picardie, t'as la maison de la pierre et tu peux être initié à la sculpture sur pierre. Tu vois, tic, 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 tic. Et je me dis, putain, ça pourrait être trop bien de faire ça en live. Donc, ouais, il y a ça, il y a des... j'aimerais bien faire des visites d'ateliers, des trucs comme ça. Et même, moi, en faire parce que, bon, j'aime bien faire 2-3 trucs. J'ai fait un peu de céramique, des choses comme ça. Et ma sœur m'a offert récemment, pour mon anniversaire, elle m'a offert de quoi faire le kintsugi. Donc, en fait, kintsugi, c'est une technique japonaise qui permet de recoller des pièces d'une céramique cassée et de montrer la fissure, la brisure avec de l'or. Enfin, de la dorure. Et c'est très joli. Donc ça, je pense que je ferai un live dessus parce que j'ai récupéré un bol cassé. Ouais, attends, je te montre vite fait. C'est trop joli. Attends, hop, kintsugi. Le kintsugi, c'est merveilleux. C'est une technique japonaise.
Ouais, on va mettre du brut. C'est une technique japonaise, voilà. Donc là, lui, il utilise de la laque dorée pour... et tu vois, ce que je trouve génial, c'est que le kintsugi, donc ça sublime les erreurs. Ça sublime le passage du temps, le fait que tu peux te broyer, casser. Et tu vois, c'est sublimer l'imperfection des choses. Tu vois, c'est un truc qui est cassé. Bah, au lieu de le planquer, bah, autant le révéler. Tu vois. Attends. Donc à l'origine, en fait, c'est vraiment une technique à l'origine pour réparer les choses. Et attends, lui, c'est un spécialiste justement du kintsugi, mais avec de l'urushi. Urushi, c'est en fait, c'est de la laque. Et elle est dorée. Et c'est magnifique. Enfin, c'est trop joli. Enfin, donc voilà, j'ai un petit set pour apprendre à le faire. Et voilà, là tu vois, c'est un bol qui est un peu fissuré et tu mets de la dorure. Et tu vois, je trouve que c'est beau quoi. Au lieu de jeter ton truc, au lieu de le jeter, eh bien tu le préserves et tu le répares. Ouais, en plus, ça, tu rachètes pas, tu répares. Et vraiment, derrière, il y a ce côté, bah, les erreurs nous construisent, les brisures nous construisent. Et tu vois, je trouve dans la philosophie de vie, c'est super joli. Voilà, donc c'est ça le wabi-sabi. Très 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 joli. Ah bah voilà, là il y en a d'autres aussi pour vous montrer. Donc France Culture. Voilà, là par exemple, tu as un truc qui est cassé, bah, tu vas le réparer, tu vas mettre de la dorure. Une ode à l'imperfection, voilà, c'est ça qui est chouette. Donc, et t'as plein de petits trucs comme ça que tu peux faire toi-même. Donc il y a ça, il y a aussi, j'ai de quoi faire de la linogravure. Et donc, ouais, tu vois, je pense qu'on va faire peut-être de la céramique aussi. Parce que j'ai un peu d'argile et tout. Je me dis, tiens, il faudrait que je fasse des lives où vous montrer bah, comment on fait de la céramique, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est super chouette. Puis ça fait partie de l'erreur. Tu vois, l'erreur est humaine. Tu vois la course à la perfection, c'est chiant. Au lieu de vivre avec les erreurs, tu vois. Je trouve que c'est une philosophie de vie. Alors, merci beaucoup, Orc, pour ton follow. Merci à toi, bienvenue. Eh les amis, on se rapproche des 1000 follow, ça c'est trop cool. À 1000 follow, je réécris la page fauvisme de Wikipédia qui souffre, qui a besoin d'un petit... d'une réécriture et de correction. Donc je fais ça à 1000 follow pour Wikipédia. Et je le ferai en live, bien sûr. Alors, on était sur le verre soufflé. Donc là, voilà. Né au Moyen-Orient, le soufflage dont la technique remonte au 1er siècle avant notre ère. Tu vois, tu vois le gap, enfin parce que nous, dès qu'on pense au verre, on pense au souffle, tu vois, le verre soufflé. Alors que finalement, ça a apparu il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a apparu au 1er siècle avant notre ère, donc ça a 2100 ans, quoi, à peu près. Alors que le verre, la technique du verre, elle existe depuis 5000 ans. C'est juste que le verre soufflé, il a apparu, voilà. Alors, ça a révolutionné la production verrière, ok, artisans orientaux, probablement syriens, qui connaissaient parfaitement les propriétés de la pâte de verre, découvrirent le parti que l'on pouvait tirer de sa ductilité, c'est-à-dire de ses possibilités d'étirement. Je ne ferai pas de jeu de mots avec ça, je vous préviens. Titre, voilà, je ne dirais que ça, je dirais titre. La technique succède aux méthodes de moulage et de coulage qui permettaient de fabriquer des objets polychromes, donc polychromes plusieurs couleurs, en verre opaque fort beau, mais en quantité réduite. Ouais, c'est ce qu'on se disait un peu plus tôt. En gros, les statuettes en verre, c'est des petits objets de petite taille, quoi. Alors, comme l'analogie que j'avais vue sur les relations de couple qui durent des années, que pour avancer dedans, il faut tenter de réparer d'abord, évidemment, je parle pas... Oui, bien sûr, pas toxique, mais oui, t'inquiète, pas de soucis. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est beau. Carrément, carrément. Alors, en permettant une exécution plus rapide du travail, la nouvelle technique conduit à diffuser plus largement... Merde, je viens de lire. Ah non, c'est ce mot. Diffuser plus largement les objets en verre soufflé dans toutes les couches de la société, alors qu'ils étaient exclusivement réservés à une élite.
Et ça aussi, ça, c'est ce que j'adore quand je vous parle d'histoire de l'art et tout ça, parce qu'on parle souvent, ouais, la société de consommation, c'est que là. Alors, oui, société de consommation, ok, mais attention, on a toujours consommé comme des malades. Enfin, comme des malades. Il y a eu des périodes où on était plutôt en mode non, faut faire attention, machin. Mais en tout cas, il y a souvent, enfin, il y a toujours eu, si tu veux, le fait qu'à un moment donné, tu as des objets qui sont réservés qu'à une élite. Eh bien, les gens plus modestes ont envie d'imiter cette élite. Et donc, à un moment donné, ils se disent, bah tiens, il y a des techniques qui peuvent s'y apparenter, donc on va les faire parce que, ouais, c'est cool ce qu'ils ont. Donc, on a toujours eu cette envie de consommer, de se distinguer d'un point de vue social, quoi. À peu près tout le vocabulaire, sujet à titre. Oui, j'avoue, c'est vrai. Alors, donc, exécution plus rapide du travail, nouvelles techniques conduisent à diffuser. Voilà. D'autre part, l'invention du soufflage est contemporaine de la formation de l'Empire romain et de son extension sur de vastes territoires. C'est pourquoi elle se répandit rapidement dans le monde romain et dans son aire d'influence de part et d'autre du bassin méditerranéen avant de gagner l'Europe entière. Donc c'est aussi plus pratique. Merci beaucoup, Bref de Zinc, pour ton follow. Bienvenue à toi, merci. On fait une expo sur l'histoire et les techniques du verre. Alors, après, le soufflage du verre, donc on connaît à peu près, mais là, il y a des mots-clés. Donc on a, alors le souffleur prélève d'abord dans le creuset avec le bout de sa canne creuse une boule de verre en fusion. Ça s'appelle la paraison. Merci beaucoup, Dunès, pour ton follow, bienvenue à toi. Alors la paraison, c'est la boule de verre en fusion. Ça, je savais pas, tu vois. Une paraison. Elle a pas tort. Excusez-moi, je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai craqué. Donc paraison, l'opération dite de cueillage. Oh, c'est mignon, tu cueilles la boule de verre, comme tu cueilles un fruit, c'est mignon. Il fait tourner sa canne sur elle-même jusqu'à ce qu'un morceau suffisamment gros se soit formé à l'extrémité de la canne. Il roule ensuite la boule de verre sur le marbre. Alors, le marbre, c'est la surface plane, en métal ou en pierre, sur laquelle est roulée la pièce pour l'égaliser. Ok, donc la table, quoi. Bah, si elle a tort, elle a pas raison. Mais si elle a pas tort, elle a raison. Ouah. Plaque d'acier, bon, ok. Donc le soufflage consiste alors à introduire de l'air dans la masse vitreuse, encore à l'état visqueux, en soufflant par la bouche dans la canne creuse. On renouvelle l'opération avec des réchauffements successifs. Donc c'est long, hein. Enfin, c'est long et en même temps, c'est plus rapide que le moulage, hein. C'est ce qui était dit plus haut, hein. Et on donne la forme en effectuant des mouvements de moulinet et de balancier. Ouais, je fais bien le... Bref, pardon, excusez-moi. Ok, donc après, on le façonne, on lui donne une forme. Hey, merci Essium. Oh, trop adorable. Merci Essium qui offre 5... Attends, give 5 tirs à... Oh, merci. Oh, la classe. Merci d'avoir offert 5 subs à la commu. C'est adorable. Merci beaucoup, merci de soutenir la chaîne. Oui, grâce à vos subs, moi, ça me permet notamment de prendre du meilleur matos, notamment pour faire un stream de meilleure qualité, et aussi de faire des lives en musée et tout, et les lives en atelier, tu vois, pour y aller, pour mettre de l'essence dans la voiture. Donc ça permet de faire des lives en musée et tout ça. Merci beaucoup. Oh là là. Ah, merci. 2 € le litre, mais oui. C'est adorable. Merci beaucoup. Merci. Ouais, donc si vous voulez soutenir la chaîne, ce qui me permet de continuer, de faire ça et de faire les déplacements pour aller notamment... ça, et notamment, ce week-end, je serai au Play Azure Festival. Et du coup, notamment pour aider pour payer tout ça, le transport et tout. Mais je vous raconterai un petit peu aussi après le PAF. Et si on participe à son salaire de modo, je te jure. Grave, incroyable. Donc ouais, donc ça aide beaucoup la chaîne, tout ça. Merci beaucoup, merci à vous. Ou tout simplement déjà le follow et partager aussi la chaîne, si vous pouvez pas, parce que tout le monde ne peut pas sub, donc si vous avez un Prime aussi à lâcher, voilà. Surtout pour payer l'alcool. Ah bah bravo. Comment ça? C'est honteux. C'est honteux.
Comment ça, je suis dur avec mon équipe? Oh, comment ça? C'est même pas vrai. Mytho. Non, je suis pas d'accord. Et j'ai quelqu'un qui peut le prouver. Mutinerie. Mais je te jure. Et tu sais quoi, je me casse. Je m'en vais. Tyran. Non, par contre, je vais en profiter. Je vais faire un petit pipi. Je suis désolée, il faut que j'aille. Donc, allez-y, faites-vous plaisir pendant que je suis pas là, hein, de dire toutes des méchancetés sur moi. Allez, faites-vous plaisir. Je fais pipi, j'arrive. Alors, c'était méchant. Faut que ça clipe là, tu m'étonnes. Légalement un témoin, pas de témoin. Si, merde. Gigi. Ah bah Mouta, voilà. Mouta arrive. Montez. Elle s'est barrée. Mais tu reviens ma baby. Ah ouais. Non, elle râle. Elle veut pas témoigner. Elle dit non, ça me concerne pas. Ok, merci bien. Ce serait pas une pause whisky plutôt que pipi. Oh, c'est méchant. Ah là là. Un prêt poivreau. Ah putain. Incroyable. Je suis pas très whisky, pour le coup. Alors, sauf un truc que j'ai goûté qui est pas trop déconnant, je trouve, ça s'appelle l'élixir. C'est un mélange whisky avec un peu de sirop d'érable. Et franchement, parce que voilà, je suis pas whisky, ça c'était... voilà, putain. Ah merde, je suis en train de parler... Oh mon dieu, je suis en train de parler d'alcool surtout. Au secours. Non, j'ai rien dit, Twitch, on consomme pas d'alcool. Oups. Alors, soufflons du verre. Mais j'ai grave envie d'essayer de souffler du verre. On ébauche ensuite, attends. Qu'est-ce que c'est cette musique? Oh, on va prendre ça plutôt. C'est le piano, c'est un peu... Voilà. L'alcool, c'est malvoyant. J'ai la ref. Moyen. J'adore South Park. En même temps, meuf, c'est tes alertes. Oui, bon, ça va, je sais. Alors, fixe enfin le verre au pontil. Pontil, c'est le tube métallique plein qui permet une mise en forme au marbre ou à l'aide de divers outils. Il sert aussi à la séparation de l'objet de la canne afin de percer et travailler le col. D'accord. Ok, je vois le truc. Et on le détache de la canne d'un coup sec. Mais là, tu risques de tout péter, là. Hop. La pièce achevée est placée dans un four à recuire qui permet un refroidissement progressif afin d'éviter que le verre n'éclate. Ça, c'est super important. C'est très important. C'est pas en céramique. Le refroidissement trop violent fait tout péter. Hein. Et ça, tu as intérêt à respecter... d'où l'intérêt, voilà, donc en gros, t'imagines, là, si ils viennent à peine de faire le truc, ils le laissent tel quel à l'air libre trop longtemps, et bien ça pète. L'idée étant de le mettre dans un four pour continuer la cuisson, mais surtout commencer le refroidissement. C'est très bizarre ce que je suis en train de dire, mais en gros, l'idée étant que la cuisson se continue, parce que voilà, il est en fusion, et mais en tout cas de lui permettre de refroidir doucement, parce que quand c'est trop violent, bim, quoi, ça... Bah non, ça pète, quoi. Parce qu'en gros, t'as une contraction des... Après, pour le verre, je sais pas si c'est la même chose, mais notamment en céramique, ce qui gêne, c'est le taux de rétractation. Et entre
la terre et notamment ce qu'il y a par-dessus comme de l'émail et tout. Et tu vois, comme quand ça cuit, il y a toutes les molécules d'eau qui disparaissent, etc. Donc ça, c'est pour la terre, attention. Mais tu vois, pour le verre, le phénomène, il doit être similaire. C'est-à-dire que comme il y a tout qui est en train de bien s'imbriquer les uns dans les autres, si t'as un truc qui fait trop vite, paf. Tu vois ce que, alors que quand si c'est fait doucement, c'est fait à une manière harmonieuse. Mais ouais, si c'est fait... Donc, enfin, tu vois, tu provoques des transformations trop brutales à la matière. Ça pète comme un hémorroïde. Oh Oh non Et j'espère au moins que c'est une référence à l'épisode de South Park avec Kyle. À bientôt, Vézorette. C'est le respect de la dilatation des différentes couches du verre. Tout à fait, ouais. Bah, comme pour la céramique, en fait. C'est parce que la céramique, parfois, voilà, il y a de l'émail qui est à l'origine du verre. Et du coup, voilà, il y a ce... Voilà, ça risque de péter. Toujours une histoire de dire... Non, je ne dirai rien. Quel enfer. Au secours. Alors, donc ça c'est pour les formes simples. Bon, ok. Donc c'est complexe, c'est complexe. Ok, on a compris. Pour réaliser des formes particulières, la technique du verre soufflé dans un moule s'est imposée très tôt. Ok, il y a fusion des techniques. Incroyable. Elle consiste à souffler en maintenant la paraison. Donc la paraison, vous vous souvenez? La paraison, elle n'a pas tort. La paraison, c'est la petite boule de verre. Voilà. À l'intérieur d'un moule afin de lui donner une forme prédéfinie. Oh, mais grave, c'est plus simple. Carrément. Toi, mais ouais, carrément, c'est plus simple. Elle a permis aux verriers romains puis musulmans d'exécuter des fiasques à décor géométrique ou floral. Ouais, parce que là, t'as les deux, quoi. C'est nickel. Tu souffles dedans. T'as vu comment je fais le pou? Bref, excusez-moi, je craque. Parce que je manque de café. Dans le domaine artistique, le soufflage traditionnel a connu une renaissance avec la naissance du mouvement Studio Glass aux États-Unis et en Europe dans les années 60-70. Celui-ci avait pour objectif de défendre l'œuvre d'art réalisée dans l'atelier Verri. Hop, attends. Je sais pas si on a des choses comme ça. Hop, donc. Voilà. Ouais, non, je pense que là, on est... Ah. Là, on aura peut-être plus de choses, là. Attends, je voudrais vraiment voir... On voit pas en train de faire la technique? Non. Ah, si, là. Donc, le paraison fusion. Ah. Ok, donc eux, ils sont... Oh là là. C'est vachement joli. Peut-être à avoir des... Il a un peu de force quand même. Hein. De la force, enfin tu vois, de l'endurance de force. C'est-à-dire que maintenir un truc lourd, regarde. Putain, madame, t'as une flamme derrière toi, recule pas, tu me fais peur. Hop, voilà. Et ça, c'est ouais, le truc pour couper à la fin. Voilà. Hop. Alors, verre soufflé. Ah oui, donc, voilà, le travail à la lampe. Alors, ça consiste à travailler le verre en le rapprochant de la source de chaleur. Ah, d'accord. Fournie par la lampe. Ok, parce que moi, je me dis, quel rapport avec la lampe? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ok, d'accord. Ok. Alors, ça se distingue des techniques de coulage, moulage ou soufflage. C'est réalisé à partir de matériaux bruts déjà fabriqués, comme des cannes de verre. Et ça peut être fait à domicile. On va faire un live. Non, je déconne. Il y a le concours de souffleurs de verre sur Netflix également pour voir un peu plus. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est quand ils travaillent dans le noir, je te jure. Grave. Ces techniques permettent de fabriquer figurines et bibelots, bijoux en verre. Les perles de Murano sont fabriquées à l'aide d'un chalumeau. D'accord. C'est aux alentours du XVIe siècle, donc on a la Renaissance là, que s'impose une nouvelle perle à Lume ou à Lucerna. Elle est enroulée autour d'un fil métallique et on utilise la canne de verre chauffée au chalumeau pour la fabriquer. Ce type de travail s'effectue à domicile. Ça, c'est trop rigolo à domicile. À domicile, car cela ne nécessite pas un gros investissement. La technique permet une grande variété de décors, ce qui a fait des perles à Lume
un produit très prisé et rapidement exporté partout dans le monde. Le verre à la lampe a été employé dès l'Antiquité pour des parures ou du verre d'usage. Les verriers utilisaient autrefois des lampes à huile dont la flamme était avivée par un petit soufflet actionné au pied ou par un tube tenu en bouche. Ce travail a séduit un large public au XVIIIe siècle avec les verres de Nevers. Oh, c'est trop classe à dire, les verres de Nevers. Figurines et bibelots produits par les émailleurs du Nivernais. On va regarder les verres de Nevers. Les verres de Nevers. Les verres de Nevers. Ah, c'est ça. Attends. Qu'est-ce qu'on peut... Attends, je regarde l'image. Ok, c'est trop... C'est ça. Ah. Ça, c'est quoi, par exemple? Non, n'applique pas. C'est ça? Ah, c'est une boîte en verre. C'est fou. C'est une boîte en verre. Okay. Il y a eu un clip. Oh là, il y a eu un clip. C'est joli, n'empêche. Donc tout ça, c'est... Non, ça aussi, c'est du... Ah. Eh, c'est vachement beau. Enfin, tu vois, c'est tout plein de petits détails. J'aime bien. Le verre de Nevers. Ah, ça aussi, c'est joli. Donc ça, c'est du verre opaque. Enfin, c'est de l'émail, quoi. C'est de la poudre de verre. Ah, ouais, c'est marrant, je connaissais pas. Il y a tellement de choses à apprendre, c'est impressionnant. D'accord, là aussi. Ah, mais c'est en petit. Attends, j'essaie de trouver des... Ça aussi. Oh, c'est marrant parce que... C'est marrant parce que c'est moche, ça. Là, attends. Sabine, comment tu juges? Ouais, mais... Attends, merde, j'ai mal fait. Attends. Ouvrir l'image. Attends. L'image dans un nouvel onglet, voilà. Regarde, c'est mignon parce que c'est moche. Non? Qu'est-ce que... Ouais, voilà, Narcisse. Qu'est-ce que t'en penses? Coucou. Là, bon, on a vu des trucs jolis hein, en verre, mais... parce que c'est du verre de Nevers. Je connaissais pas. Et ça, c'est... En fait, c'est cucu. C'est mignon. Et là, il y a des grands fans du verre de Nevers dans le chat. Et merde, je les ai vexés. C'est mi-moche ou moche-gnon. Oh, trop mignon l'expression. C'est particulier, je me mouille pas. Ah ouais, d'accord. Merci, hein. Merci. C'est mi-moche. Ouais, j'aime bien, c'est mi-moche. C'est kitschounet. Ouais, mais moi, j'aime bien le kitsch. C'est rigolo, j'aime bien. Non, bon. C'est vrai que l'autre truc était plus impressionnant. Les autres trucs qu'on a vus, hein. Attends, oh non, ça c'est l'image et pas de grande qualité. Oh là là, mais on peut pas mettre des bonnes images de qualité. Parce que c'est des... Oh, ça c'est glauque. Donc bref, on a quand même des jolis trucs, hein, mais c'est juste que ça c'est un petit peu... Voilà. C'est mignon, voilà, c'est moche. Ah, ça par contre... Attends, ouvrir l'image dans un nouvel onglet, voilà. Bon. C'est un peu plus poussé quand même. C'est kitschou n'est pas ouf. Ouais. C'est, j'avoue... C'est kitsch, c'est kitsch. On est d'accord. Alors, travail à la lampe. Retournons au travail à la lampe à domicile, n'oubliez pas. Coucou Soitseb, comment tu vas? C'est à éviter, mais oui. Ok, donc public du XVIIIe siècle avec les verres de Nevers. Ok. La technique consistait à travailler à partir de baguettes ou de pain d'émail. Donc voilà, l'émail du verre opaque contenant de l'oxyde d'étain. L'oxyde d'étain est très utilisé dans tout ce qui est céramique et technique du verre parce que ça opacifie naturellement, enfin non pas naturellement, chimiquement, ça opacifie, ça lui donne une couleur blanche, notamment. Le verre était chauffé à la lampe, puis modelé au soufflet, technique utilisée pour fabriquer des figurines en forme de fleurs d'animaux. Au 19e, 20e siècle, l'arrivée du gaz de ville et du chalumeau, l'invention du verre borosilicate, on dit, hein, ouais, borosilicate, qui résiste au choc thermique, amorce une évolution technique. Et ouais. Ah ouais, du coup, ouais, tu m'étonnes parce qu'on le disait plus tôt, la problématique, c'est quand le verre doit refroidir et pour faciliter son refroidissement sans qu'il se pète, il faut le mettre dans un four. Enfin, en gros, tu fais ton truc et après, tu dois le mettre au four, mais en baissant petit à petit la température. Là, avec le verre borosilicate,
eh bien tu peux facilement travailler le vert, parce qu'il ne pète pas. C'est bien un art français, ça bosse à partir de baguettes. Oh putain, je te jure. Énorme. Ça doit être incroyable avant la fabrication. Ouais, grave. Le verre de Nevers doit être... wow. Alors, le travail commence par chauffer les tubes ou baguettes de verre à la flamme du chalumeau jusqu'à ce que le verre soit suffisamment ramolli. Le verrier peut ensuite moller le verre avec une pince afin de lui donner la forme voulue. La pièce est souvent constituée de plusieurs morceaux de verre réunis à chaud. Ah, attends. Est-ce qu'on a... Ah, mais oui, attends. Attends, c'est ça la technique, non? Attends. Le travail à la lampe. Parce que là, c'est du soufflage de verre, mais... Attends, je regarde. Ah, il y a peut-être un chalumeau. Ah, voilà. Peut-être plutôt ça, on va regarder. Comment créer des pièces en verre au chalumeau. Tuto. Prends ton chalumeau. Bonjour Anne, artiste verrière. Comment tu fais? Ah, donc ça, c'est le verre. Il est en forme de baguette. Ah, d'accord, le Pyrex. Ok, merci Germain. Où ma souris? Chalumax. D'accord. C'est joli, hein? Mais on veut voir le truc là. Voilà. Ah, d'accord. Ah, c'est comme ça qu'elle fait. Moi. D'accord. Ça doit être marrant à faire. Je sais pas si c'est voulu, mais on n'entend pas le son de la vidéo. Ouais, non, je préférais pas le mettre. C'est un choix esthétique. Coucou, Exuro Toto, bienvenue pour ton follow. Bienvenue, merci pour le follow, on va y arriver. Ok, ouais, non, je voulais pas mettre le... Oh, c'est joli. Pour faire des petits bijoux, voilà. Ok, donc travail à la lampe. Le verre coloré ou incolore. Ah oui, là, c'est plutôt pour comment colorer. Ok. À l'état naturel, le verre est coloré. La teinte naturelle du verre bleu verdâtre est due à la présence d'oxyde métallique contenu dans le sable qui sert à sa fabrication. Le verre incolore est apparu dès l'Antiquité et s'est répandu à partir du IIIe siècle. Il est obtenu par adjonction de manganèse en faible quantité qui joue le rôle de purificateur. D'accord. Ah, je vois pas de... Elle est en train de brûler. Ok, donc là, du coup, c'est comme pour l'argile. Donc, à l'état naturel, il y a des propriétés spécifiques à la matière. Donc là, il y a les oxydes métalliques qui donnent de la couleur. Donc, pour retirer ça, on met un petit peu de manganèse qui va retirer, enfin, qui va bousiller en fait les propriétés des autres oxydes métalliques. Alors, et après, il y a des... on va mettre des couleurs de manière volontaire. Alors, attends... Les sols ferrugineux, bah oui, c'est comme il y a du fer, ça donne du vert. Alors, pour colorer, voilà, c'est ça que je voulais voir, c'est qu'est-ce qu'on a comme couleur. Donc, en fonction effectivement, de la couleur que tu veux donner. Voilà. Coco Poluche, comment tu vas? Tu vas notamment mettre différentes quantités. Donc, si tu en mets un petit peu, ce ne sera pas forcément, par exemple, un bleu intense ou un bleu opaque, etc. Et puis, parfois, tu peux faire des mélanges, mais attention,
Les mélanges d'oxyde métallique, ça ne donne pas toujours le résultat escompté. Tu te dis, bah tiens, pour avoir telle couleur, je vais mélanger ces deux-là parce que ça donne, voilà. Non, parfois ça fait pas bon ménage. Après, tu fais des tests, hein, mais bon. Donc le bleu, c'est du cobalt, et souvent c'est pareil qu'en céramique, pour la plupart. Violet, oxyde de manganèse. Rouge, protoxyde de cuivre. Le jaune, oxyde d'argent. Pourpre ou rubis d'or, oxyde d'or. Vert, oxyde de cuivre. Fer et bichromate de potasse. Et le noir par oxyde de fer et de manganèse. Et pour avoir l'effet blanc opaque, oxyde d'étain, antimoine et arsenic. Et oui, on utilise parfois de l'arsenic. Et oui. Alors, voilà, pour avoir un verre polychrome, on peut soit souder les éléments de couleurs différentes pendant la fusion, superposer les couches de couleurs en plongeant les paraisons. Donc les paraisons, pas tort, vous vous souvenez, les boules de verre en fusion. Dans des pots de couleurs différentes. La dernière technique, le brassage, qui s'obtenait en mélangeant les matières vitreuses de couleurs différentes dans un même creuset pendant la fusion, qui donna naissance au verre calcédoine. Ce verre, déjà connu à Alexandrie dans le monde romain, se répandit à Venise au XVe siècle sous le nom de verre calcédoine, okay, et en France sous le nom de verre jaspé. Attends, on va essayer de... Parce qu'il est un peu petit là, l'image. Hop. Attends. Ouais, attends, plutôt calcédoine alors, parce que... Calcédoine. Ouais, c'est pas très... Ah, plutôt là. On va prendre un site d'un musée. Avec les images qui ne s'affichent pas. Au secours! Y'en a marre! La fille qui craque. Est-ce qu'on va avoir... Ouais, en gros, c'est cet effet-là, tu vois. Voilà. Tu vois, cet effet de mélange. Ça va même si un peu trop d'eau ferrugineuse dans le sang. Ah! Ah! Bois de l'eau. Vert jaspé, dit très vite, on pourrait entendre vert jaspé. Vert jaspé. Oh! Putain, c'est bon. Ah là là. Mais moi, je suis naïve. Faut pas me dire des trucs comme ça, moi. Toc. Hop, attends, merde, je suis où là? Ok, donc après, donc vert coloré, vert translucide ou opaque. Ouais, bon, ça, c'est ce qu'on a vu. Ouais, ça... Hop, attends, c'est quoi ça? Le vert décoloré. Vert peigné, vert taillé, vert gravé. Bon, après, c'est technique, hein, le vert pastillé. Oh, c'est marrant, ça, pastillé. Donc, pastille, tu vois, tu poses des pastilles. Tu déposes à chaud sur des objets refroidis des ornements en verre, moulés à la pince plate. Ouais, ça fait des petites billes, tu vois, de verre sur les objets, c'est rigolo. Le verre filigrané, le filet rapporté, les boutons rapportés, le verre millefiori. Millefiori, ah, c'est quelque chose ça. Dès l'Antiquité, on a commencé à créer des pièces en verre dont le décor était inclus dans le verre. Le millefiori est probablement le plus caractéristique de ces décors. Connu dans l'Antiquité, il a été exploité couramment en Italie et a connu une très grande vogue au 19e. Alors, c'est plusieurs petites masses de verre colorées et à les rouler au marbre sous la forme de cylindre. Donc le marbre, vous vous souvenez, c'est la table où tu poses le paraison. Donc la boule de verre en fusion. Enfin, on procède à l'étirage. Ouais, tu les mets en forme de cylindre. On peut aussi composer des cylindres par adjonction successive de plusieurs couches de verre coloré. À Murano, les verriers italiens utilisent ce procédé pour créer les cannes murines. Okay. Ils étirent un bol de verre formé par des couches successives de couleurs selon le dessin interne qu'ils souhaitent obtenir. Ils sectionnent ensuite la canne pour obtenir les murines. Ok. Ouais, donc ça là. Ces trucs-là. Donc pour en faire des bagues notamment. Ok. Alors attends. Non, ok. Non, pas ça. Objet voyageur.
Le narguilé, les perles du Murano, les verres de Massari Chaos et peintures sous verre. On va regarder un petit peu le narguilé. Ok. Narguilé, donc cet objet sophistiqué destiné à la consommation du tabac, associé à d'autres substances, apparaît dans la vision occidentale comme un des symboles les plus évocateurs de l'Orient. L'origine du narguilé fait l'objet de différentes hypothèses, bien que l'on situe traditionnellement son apparition en Inde ou en Turquie. D'autres sources signalent l'usage très ancien de la pipe à eau en Amérique et surtout en Afrique australe, notamment chez les Hottentots. Dans les sociétés africaines, le corps de cet objet appelé daka était constitué par une noix de coco tenant lieu de vase à eau. C'est par Zanzibar et par la vallée du Nil que les Arabes auraient ensuite importé la pipe daka dans leur territoire, où elle devint le narguilé. Ah, c'est marrant ça. D'autres auteurs ont encore localisé son invention en Perse. Sous son aspect actuel, le narguilé est attesté pour la première fois à la Mecque en 1511. Il s'est répandu ensuite à une très vaste échelle. Son nom provient du persan narguilé, lui-même dérivé de narguil, terme désignant la noix de coco. Oh, non, je savais pas. C'est marrant. Attends, c'est quoi tout ça? Café à narguilé. Ah, on n'a pas flash. Au secours, on n'a pas flash. On s'en fout là. Ok. Ah, le narguilé. Ça, j'avoue, quand j'étais en Égypte, oh là là, le café, les narguilés. Alors, café égyptien, Paris, les cafés à narguilé se sont développés ces dernières années, sont largement fréquentés par un jeune public, notamment d'étudiants. Ouais. Hop. Les perles de Murano. Assiettes fabriquées à partir de tronçons de canne murine. Ouais, donc c'est ça les cannes murines là, ce qui on parlait un peu plus tôt là par rapport à Murano. Alors l'ouvrière dépose à la pince à épiler des petits tronçons de canne murine les uns à côté des autres sur une plaque réfractaire en commençant par l'extérieur. Le travail est rapide et extrêmement précis. Une fois que tout l'espace est rempli, la plaque est placée dans un four où les murines vont se sceller sous l'effet de la chaleur. Le disque plat obtenu sera ensuite façonné pour lui donner la forme voulue. Attends, on va regarder, c'est ce que Murano. J'ai mal écrit? Attends. Non, il y a 2 R. Attends, on va regarder. Est-ce que. Vers Murano. On va essayer vers Murano. Alors, réalisation de perles dans mon atelier. Ouais, mais je voudrais. Je sais pas si on peut voir. Est-ce que ça, c'est les perles? Ouais, mais là, il va faire les cannes murines, là, c'est ça? Ouais, non, c'est pas ça que je voulais voir. C'était vraiment les. Attends, cannes murines. On va essayer, hein. Ah! Ah, voilà. Attends. Oula! Attends. Ça, c'est un vieux film, hein. Mais au moins, attends. Je voudrais surtout qu'on puisse voir. À la fin, les trucs collés ensemble. Voilà. Donc, désolé, elle n'est pas super top qualité, mais voilà. Et après, toi, ils vont passer tout ça au four. Et ça va. On dirait trop des bonbons. Trouve pas? Ah oui, ils font comme ça. Eux, ils font au chalumeau. Ils font à la lampe. Fusion. Oh, d'accord, ok. Elle a récupéré les trucs, elle va. Par contre, ouais, elle va les mettre au four. Un vieux film de 20 ans. Bah, je sais pas de quand il a été fait ce film. Et puis après, coupe le truc. Et hop, un petit coup pour polir.
train de faire une sucette ou quoi avec le truc là? Ah là, elle va polir. Je sais pas de quand il date ce film. Mais voilà. Mais écoute, en tout cas, il a été mis en ligne en 2011. Mais à mon avis, ouais, il a une bonne vingtaine d'années. Hein. Mais en tout cas, merci, hein, parce qu'au moins, on a pu voir le truc. Alors, la mourina est une canne de verre portant un dessin à l'intérieur, donc obtenue par l'étirement d'une boule de verre, donc la paraison, formée par des couches successives de verre de différentes couleurs, selon le dessin interne que l'on souhaite obtenir. Une fois la canne refroidie, on la sectionne, et voilà, donc les fameuses cannes, pour faire les décors mille fiori. Et Franchini, ok, donc là c'est un peu l'histoire du... notamment au 19e siècle. Donc en fait, c'est finalement cette esthétique-là, elle est plus 19e, quoi. Les perlailles. Une série d'images, ok. Merci Colette, poème pour ton follow, bienvenue à toi. Il y a aussi Gigi qui te dit bonjour, là, qui arrive. Hein, Gigi? T'es pas venu me défendre, Gigi, tout à l'heure, quand on disait qu'on... Hein, t'aurais pu témoigner. Elle a pas témoigné, Gigi, pour me protéger. Hein? Mais oh! On n'est pas respecté ici. Quoi, Hachoum? Toi-même, Hachoum? Ok, donc là, ouais, c'est par rapport à l'histoire de l'entreprise Moretti et Fratelli, donc en 1911. Ouais, c'est rigolo. Et après, c'est quoi? Les Massariqueros. Je connaissais pas ce truc-là. Le MUSEM. Je crois qu'il manque le U. Le MUSEM, les gars, c'est votre expo? Merde. Pas de témoignage, pas de croquettes. Ah, mais oui. Bah, se barre. Non mais oh, t'aurais pu me défendre, hein. Puis il y a Mouta derrière qui ronque aussi, là. Pas de croquettes, hein. Et du coup, elle va réveiller Mouta. Saloperie. Eh, elle dort, laisse-la. Tu lui mords pas l'oreille? Gigi. Bourrique. Coucou Colette, comment tu vas? Bienvenue à toi. Donc pour les personnes qui découvrent la chaîne, je suis historienne de l'art. Et là, on a fait une exposition virtuelle, on a visité ensemble une expo virtuelle qui est sur l'histoire du verre. Et voilà, donc je fais un peu de tout, hein, des visites en musée, des expos virtuelles, un peu de revues de presse scientifique, des petites choses comme ça. Merci beaucoup Germain. C'est pas pire. Oula. Alors, donc le MUSEM s'est tout particulièrement intéressé à l'activité des massariqueros, artisans verriers qui, en complément de leur activité principale, façonnent au chalumeau des pièces de petite taille dans des ateliers domestiques. Certains d'entre eux ont atteint dans ce domaine une maîtrise telle que la ville de Marinha Grande les utilise comme ambassadeurs de l'artisanat local dans des manifestations publiques et les salons professionnels au Portugal et à l'étranger. Pour ces ouvriers, parfois à la retraite, cet artisanat est le moyen de renouer avec une activité de création et d'invention propre à leur métier et souvent exercé à l'étranger. Ce travail utilisait les fonds du matériel de l'entreprise et ses équipements. En France, on appelle cette activité la perruche. Ok. Donc attends, massa, hop, hop. On va regarder ce qu'il y a des petites choses sur ça là. Par exemple. Ouais, mais ça veut dire quoi ce terme? Parce que j'ai l'impression que c'est globalement le travail. J'ai l'impression que c'est un travail que ça veut dire soude, tu vois. J'ai l'impression que ça veut dire ça en portugais. Ah! Ah oui, j'étais pas sur le bon truc. Hey! Merci beaucoup Rojo pour ton sub. Merci à toi, merci pour ton soutien à la chaîne. Merci, c'est adorable. Donc ouais, hein, si vous avez envie de soutenir cette chaîne qui, notamment pour faire des lives en musée, plus de lives aussi culturels, et voilà, donc tout simplement m'aider à diffuser la culture, à vous présenter plein de choses, et si vous aimez, voilà ce que je fais, bienvenue à vous, et merci beaucoup pour ton sub, c'est adorable. Alors, les verres des massariqueros. Donc des petits objets de petite taille. Alors, on utilise de la canne de verre pleine produite à la machine.
ou de verre médical très fin, produit industriellement en forme de tube. Alors, à côté des bibelots romantiques, des animaux anthropomorphes, ok. Ouais, je connaissais pas ces trucs-là. Merci la Baroude pour ton follow, bienvenue à toi. Les sujets que tu traites sont vraiment cool. Bah merci beaucoup. Merci, tu vois, pour moi le but, c'est que ma discipline, que tout ce que j'ai étudié, qui est l'histoire de l'art, que ça donne envie aux gens d'en savoir plus sur l'art, la culture, et que ce soit pas quelque chose qui soit hyper réservé qu'à une élite. Tu vois, ça me semble important. Et donner aussi envie aux gens, s'ils le peuvent, si elles le peuvent, d'aller au musée, quoi. C'est aussi ça. Ok, ouais, je connaissais pas ces objets-là. Ils sont rigolos. Marina Grande. Il ne reste pas moins que cette production est surtout acquise par une clientèle locale la plus à même de comprendre sa valeur. Ok. Ouais, j'avoue, je ne connaissais pas très bien ces objets-là. Donc, qu'est-ce qu'on a ici, par exemple? Le verrier, le peintre sur verre, les ouvrières perlaires. Qu'est-ce que... Ouais, bon, voilà, évidemment. Évidemment. Hein? Voilà, bah bravo. Hein. Non, ouais, non, c'est mort. Ouais, désolé, parce que c'est une vieille expo. Donc, Flash, moi, j'ai plus Flash. Enfin, j'ai pas Flash sur ce PC-là. Donc, ouais. Bon, ok, ok. Bon, en tout cas, c'était une chouette expo sur l'histoire du verre. J'espère en tout cas que ça vous a plu.